bonne littérature. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Monsieur Stéphane Ravier, sénateur et conseiller municipal à Marseille depuis 2014. Alors avant toute forme de débat, Monsieur Ravier, comment allez-vous? Bien. Je rentre de vacances, donc les batteries sont rechargées à bloc. Là, on est déterminé et en forme. Pour une période qui s'annonce musclée. On va en parler, bien évidemment, cette période des présidentielles, et pas seulement, parce que comme je le disais, vous êtes conseiller municipal à Marseille, donc forcément, là, le sujet est tout frais, la venue d'Emmanuel Macron à Marseille, mais avant toute chose, on va parler de vous et de votre parcours, Monsieur Ravier. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours politique et un peu le deuxième volet de cette question, de nous parler de votre métier de sénateur. C'est vrai que je pense que beaucoup de spectateurs de Juste Milieu seraient intéressés de savoir comment sont rythmées les journées d'un sénateur aujourd'hui en France. Alors, mon parcours, écoutez, je le résumerai par un militant sorti du rang. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. À l'époque, on ne les appelait pas les quartiers nord. On habitait Marseille, on était de Marseille et on vivait au nord de Marseille, dans les quartiers populaires qui n'avaient pour seul sens le sens du dictionnaire et pas celui qui est donné aujourd'hui, celui qui masque le côté ethnique, le côté, grand remplacement. Bref, à l'époque, c'était des quartiers où les employés, les ouvriers vivaient en parfaite harmonie dans un cadre plutôt agréable, où les services publics, les commerces existaient et existent encore, mais la population, elle a changé. Donc j'ai grandi dans ces quartiers-là, et puis à l'âge de 20 ans, j'ai intégré la fonction publique de la Poste, puis de France Télécom, devenue Orange. Et dès l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à militer au Front National parce que je voyais bien que mon quartier, ma ville était en train de changer sous les coups, et non pas les bienfaits, sous les coups de la politique d'immigration massive que la droite avait déclenchée, que la gauche avait développée et que la droite, de retour aux affaires, n'avait pas remise en cause, bien au contraire. Et je voyais donc ma ville souffrir de cette politique, et puis en plus du côté mafieux des responsables locaux, du chômage grandissant, etc. Donc je me suis intéressé à ça. Et étant un amoureux de la France, j'ai entendu un seul homme politique nous dire à l'époque que la France, elle avait une grande histoire, une belle histoire, que l'on pouvait en être fier, que même si la France avait commis des erreurs qu'il n'en commet pas, elle devait reprendre sa place, pour peu que les Français s'en donnent la peine, reprendre sa place dans le concert des nations, même si elle ne pouvait plus retrouver sa place au temps où elle était un empire, mais elle avait encore les talents pour être une nation de premier plan, encore condition, encore une fois, que l'on veuille bien s'en donner les moyens, qu'on soit conscient de les avoir. Et il ne battait pas sa coulpe, il n'était pas dans l'exclusionnisme, dans l'aplaventrisme qui n'a fait que se développer. Et cet homme-là, c'était un certain Jean-Marie Le Pen. Je l'ai suivi pour paraphraser Napoléon qui parlait de la couronne. Eh bien, Jean-Marie Le Pen a trouvé le drapeau tricolore dans le caniveau, il l'a ramassé, il l'a nettoyé, il l'a brandi au-dessus de sa tête, et puis il a dit au peuple français, ceux qui aiment ce drapeau, ceux qui le représentent, eh bien ceux qui l'aiment me suivent. Et je l'ai suivi pendant 30 ans, et je suis toujours au Rassemblement national, Front National. J'ai été militant, responsable du Front National de la jeunesse des Bouches-du-Rhône vers l'âge de 22-23 ans, et puis on est sur une liste municipale, et puis on est encore sur une liste régionale, et puis on est élu, on vous fait confiance parce que le travail que vous avez effectué sur le terrain est plutôt positif, et puis vous devenez conseiller régional. En 2010, Jean-Marie Le Pen m'avait fait l'honneur de m'accorder la tête de liste des Bouches-du-Rhône. En 2014, je mène une nouvelle fois la liste au municipal dans les quartiers nord de Marseille, les 13e et 14e arrondissements. Nous remportons la victoire. Je deviens maire de secteur. 6 mois plus tard, sénateur des Bouches-du-Rhône, et j'ai été réélu sénateur au mois de septembre dernier contre toute attente, puisque nous avions perdu beaucoup de grands électeurs. La moisson 2020 n'était pas la même que celle de 2014. Mais pendant ces 10 années passées au Sénat,
et au conseil métropolitain, et on va peut-être développer ensuite, eh bien, des grands électeurs, des maires, des adjoints aux maires, des conseillers départementaux, etc., ont pu m'entendre défendre les intérêts des communes, défendre les libertés communales, et puis m'exprimer au Sénat sur bien les grands sujets qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité et au cœur des préoccupations des Français. L'immigration massive, le grand remplacement, la surfiscalité, cette Europe qui n'a plus rien d'européenne, le chômage de masse, etc. etc. Donc j'ai pu convaincre 200 grands électeurs qui n'étaient pas de notre paroisse à nous apporter leur suffrage. Donc j'ai conservé mon siège de sénateur et je suis toujours conseiller municipal de Marseille. Voilà, grosso modo. D'accord, un parcours riche, rempli de beaucoup d'étapes, d'évolutions, qui vous a mené aujourd'hui à ce métier de sénateur, voilà, comme vous nous l'expliquiez. Et justement, pour reprendre la question que je vous posais, comment comment sont rythmées les journées d'un sénateur aujourd'hui en France? Une question un petit peu terre à terre, avant d'aller dans le vif du débat, mais une question, je pense, qui peut intéresser les citoyens pour éclairer sur la fonction d'un des rôles clés de notre démocratie. Et alors, le rôle de sénateur, la fonction de sénateur, justement, ce n'est pas un métier. Hein, ça ne fait pas partie des métiers classiques comme peut être électricien, je ne sais pas, épéniste, employé de banque, ce que vous voulez, ou comme j'ai été moi, facteur ou employé au guichet à la poste. Ça, c'est des métiers. Bon. Mais sénateur, ça va au-delà. C'est une mission. Sincèrement, je n'avais jamais envisagé dans ma jeunesse et même il y a encore quelques années que je puisse un jour être sénateur. J'avais candidaté pour être député, j'avais failli l'être en 2012 puisque j'avais réalisé 49% des voix face à la députée socialiste Andrieux qui quelques mois après était condamnée et avait perdu son mandat. Bref, c'est vrai que sénateur, ça s'est présenté un petit peu grâce à c'est une opportunité politique plus que professionnel, grâce à notre moisson des municipales, qui nous a donc apporté beaucoup de grands électeurs, beaucoup de voix. Donc, écoutez, c'est le système français de bicamérisme, donc de deux chambres, le pouvoir exécutif, le président de la République et puis le gouvernement, et puis le pouvoir législatif de l'autre côté, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, il y a cette navette entre les deux. On sait très bien que depuis quelques années, depuis longtemps, depuis toujours, malheureusement, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est elle qui, au final, impose sa loi. Le Sénat amende, le Sénat aussi propose. Le Sénat vote des lois qui ensuite ou sont soumises à l'Assemblée nationale qui s'évertuera soit à en garder les grandes lignes, soit le plus souvent à la vider de son contenu. Actuellement, vous savez bien que l'Assemblée nationale est dirigée par une armée de godillots de la République en marche et le Sénat est à majorité LR, même si cette majorité LR se retrouve très souvent en accord avec la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale. Donc voilà, nous proposons, nous votons des lois, nous en proposons, j'ai pu faire plusieurs projets de loi sans jamais qu'ils aient été seulement étudiés par mes chers collègues. Nous votons les amendements, nous siégeons en commission, nous posons des questions au gouvernement une fois par semaine. Votre serviteur en pose une tous les 10 mois. Et pourtant, nous avons une séance hebdomadaire. C'est pas parce que je n'ai rien à dire, c'est parce que c'est le règlement intérieur, le règlement du fonctionnement de l'État, du Sénat, qui ne me permet pas d'en poser davantage. Mais par contre, au Sénat, je fais partie alors ce n'est pas un groupe, mais de la réunion des sénateurs ne figurant dans aucun groupe. Donc ça s'appelle le RASNAG. Nous sommes deux. Mais il y a toujours un temps de parole accordé aux non-inscrits à chaque débat. Ce qui me permet de prendre assez souvent la parole, bien plus que mes collègues du RN à l'Assemblée nationale, qui sont pourtant 6. Eh bien, moi qui suis seul, j'ai plus d'opportunités pour m'exprimer. Et j'ai pu le faire récemment sur la loi
contre l'islamisme ou sur le pass sanitaire. Donc voilà, le rythme, c'est d'être en hémicycle, en commission. Moi, je fais partie de la commission de la défense, des affaires étrangères et de l'Europe. Donc on y apprend beaucoup de choses. Nous auditionnons des chefs d'état-major, des militaires, mais aussi des ambassadeurs de France, mais aussi étrangers. Donc on apprend beaucoup de choses. Ce qui est dit n'est pas nécessairement rapporté par la presse. Des propositions de loi, des débats en hémicycle. Voilà, c'est une activité législative assez soutenue, mais le problème, c'est que médiatiquement, ça n'est pas très présent. Le Sénat, c'est une chambre haute, c'est la chambre haute, donc l'on est moins dans la polémique, moins dans le buzz, moins dans l'attaque partisane. Les débats, ils sont plus posés, les discussions sont plus respectueuses de son interlocuteur, y compris lorsque c'est un adversaire. Donc, les médias s'intéressent moins à ce qui peut se passer au Sénat parce que ça manque peut-être de punch. Alors, je suis là pour ça, pour mettre un peu et même beaucoup d'animation, pour réveiller mes chers collègues, de les sortir de leur torpeur, de leur consensus. Et nous portons tous quand même la voix des territoires. C'est la différence avec l'Assemblée nationale, c'est que nous sommes les représentants des territoires, nous sommes élus par des élus. Donc c'est aussi la raison pour laquelle c'est moins clivant, c'est moins partisan, parce qu'il y a quand même cette priorité que de porter sur la scène ou dans l'hémicycle, en public, la réalité des territoires plutôt que les chicayas des partis politiques, même si ça existe aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambiance assez différente. Les territoires d'abord, voilà, les territoires d'abord, la réalité des territoires d'abord, et c'est ce que je m'efforce de faire. C'est sans doute la raison pour laquelle j'ai été réélu. D'accord. Et pour rebondir sur ce que vous dites et commencer à entrer vraiment dans le vif du sujet, que répondez-vous à cette impression qu'ont eu quand même ces derniers mois de nombreux Français sur justement cette absence de débat démocratique, ou en tout cas au sein du Parlement et surtout à l'Assemblée, d'un débat démocratique qui a pu sembler être de façade? Je prends par exemple le vote du 25 juillet à l'Assemblée sur le pass sanitaire, où on se retrouve avec 230 députés votants sur 577. Et forcément, cela fait écho à l'abstention monstre qu'il y a eu aux dernières élections régionales. Que répondez-vous, vous, Stéphane Ravier, à cette impression-là des Français qui va être primordiale en vue des élections présidentielles qui arrivent? C'est-à-dire que l'opposition réelle à Emmanuel Macron et à sa majorité à l'Assemblée nationale, je dirais, peut être, à l'image des Français, assez lasse de constater qu'elle est méprisée, que son avis n'est absolument pas pris en compte, que son avis peut ne pas pouvoir s'exprimer, y compris à l'Assemblée nationale, puisque, par exemple, nos élus du Rassemblement national n'ont pas pu défendre des amendements au cours de la loi sur l'islamisme, enfin, pour conforter les principes républicains. Nous n'avons pas pu, ils n'ont pas pu, Marine Le Pen n'a pas pu défendre oralement, publiquement, ces amendements. Moi, j'ai pu le faire à l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon. J'ai pu en défendre beaucoup. C'est une différence de fonctionnement des deux chambres. Il y a de la part d'Emmanuel Macron et du président de l'Assemblée nationale une volonté de faire taire son opposition ou leur opposition, de la faire taire tant dans les hémicycles que dans la rue. Ça s'est vu à l'occasion des manifestations presque spontanées au départ, non organisées, ce qui était une force au début, ce qui a été une faiblesse à la fin, des fameux gilets jaunes, ces Français dans une situation de détresse sociale, économique, d'où ce gilet jaune, et qui ont voulu exprimer à Emmanuel Macron leur volonté de pouvoir continuer à vivre du fruit de leur travail, parce que c'était des Français qui travaillaient mais qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et il leur a envoyé la troupe. Et il ne leur a même pas accordé, il ne leur a rien accordé, mais même pas le référendum d'initiative citoyen ou populaire, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin ce référendum d'initiative de la base du peuple français, même ça, il ne leur a pas accordé. Il nous a fait son show
en faisant des réunions au cours de laquelle il n'y avait que lui qui s'exprimait, avec des invités choisis. Tant donc sur le terrain que dans les hémicycles, les Français sont muselés. C'est le discours officiel élyséen qui est relayé par la majorité à l'Assemblée nationale et qui est dénoncé de temps en temps, mais du bout des lèvres, selon les circonstances, par les sénateurs LR, le groupe majoritaire au Sénat. Parce que je dis selon les circonstances, parce qu'à l'occasion du pass sanitaire, justement, moi j'ai été le dernier à m'exprimer, j'ai défendu beaucoup d'amendements, et j'ai été le seul finalement à m'exprimer sur l'ensemble de la loi à 4 heures du matin, et j'ai pu faire connaître mon sentiment qui n'était pas que le mien, à savoir que lorsque, durant ces débats, lorsque le ministre Véran était absent, il a été souvent absent, eh bien on a pu compter sur le président de la commission, LR, pour finalement porter la voix du gouvernement, tellement leurs analyses, leurs propositions, leurs arguments étaient proches. Et d'ailleurs, bon nombre de sénateurs LR ont voté ce que j'ai appelé l'Ausweis sanitaire, ce passe de la honte, cette atteinte insupportable aux libertés individuelles. Et c'est aussi pour ça que les électeurs ne se déplacent plus, parce qu'ils constatent que ce qui devrait être une opposition, ce qui se présente médiatiquement ou par la salive comme étant une opposition, eh bien, dans les hémicycles, finalement, se couche devant Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas mon cas. Et Emmanuel Macron qui, alors sur la question du pass sanitaire, effectivement, c'est le propos que je vais tenir ensuite se tient pas forcément parce que la mesure ne semble pas vraiment populaire, même si apparemment les manifestations baissent de samedi en samedi d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais Emmanuel Macron, le non-candidat qui ressemble quand même beaucoup à un candidat, disons-le, et notamment, et on va arriver au deuxième grand volet de notre échange, Stéphane Ravier, avec sa venue à Marseille, donc du 1er au 4 septembre, avec une cohorte de ministres, 7 ministres qui étaient avec lui. Il a multiplié les propositions, un plan de plusieurs centaines de millions d'euros, 300 policiers qui devraient arriver sur zone rapidement. Vous, en tant qu'élu de Marseille, qui vivez, qui travaillez au quotidien au contact des Marseillais, comment avez-vous vécu cette mobilisation du président qui est assez extraordinaire? Sauf erreur, on n'a jamais vu un président se mobiliser sur plusieurs jours dans une même ville. Comment l'avez-vous vécu, pour vous, action ou communication? Si vous le permettez, simplement un complément de réponse au thème précédent. Moi, j'ai participé aux manifestations à Marseille contre le pass sanitaire. Je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de monde et que les chiffres de M. Darmanin, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont justement ceux de M. Darmanin. Permettez-moi de les prendre avec beaucoup de pincettes. Et encore une fois, ces manifestations, c'est une manifestation pour garantir une liberté. Ce n'est pas pour se laisser imposer quoi que ce soit ou pour imposer à d'autres. J'en termine. Quant à la venue d'Emmanuel Macron à Marseille, oui, 3 jours à Marseille. Les parlementaires ont été invités à la mairie de Marseille pour accueillir le président, moi, ce à quoi j'ai participé. Et tout un catalogue de promesses, c'est plus un catalogue à la Prévert, mais à la Macron, il y en a pour tout le monde, mais quand même, et il a confirmé ce que j'avais répété pendant la campagne des élections municipales, à savoir que si le gouvernement, les gouvernements qui se sont succédés n'aidaient pas Marseille après avoir tant promis, c'est qu'en réalité, ils ne faisaient plus confiance à cette classe politique qui a ruiné Marseille. Pas la seule. Mais Emmanuel Macron est venu avec toute une batterie de promesses, mais avec des conditions. J'évoquerai les millions qu'il a promis pour la rénovation des écoles, les écoles marseillaises qui ont tant fait parler d'elles. Et nous avons été les premiers, nous, à alerter Jean-Claude Gaudin quand nous dirigions la mairie des 13e et 14e arrondissements, mais puisque c'était nous, évidemment, c'était de l'exagération, c'était du Marseille bashing. La gauche a préféré faire de l'agitation médiatique et c'est enfin devenu une réalité pour tous. Eh bien, Emmanuel Macron a créé un comité, je ne sais plus trop quoi, à la tête duquel il y aura celui qui est devenu maire de Marseille par effraction, M. Payan, mais M. Payan est le président de ce groupement, mais en réalité, il ne décide de rien. Ou en tout cas, au final, c'est l'État
qui va donner son feu vert ou pas à partir de dossiers et de projets qui seront construits et déposés à condition que ces projets soient sérieux. Parce qu'encore une fois, on ne fait plus confiance à la classe politique marseillaise. Donc l'État va quand même jeter un œil, et plus que jeter un œil, poser un œil sur ce qui sera proposé par les autorités municipales marseillaises. Et il en est de même pour la métropole. Il a promis 1 milliard, enfin, ça tombe du ciel. Mais ce milliard, il l'a conditionné à l'entente des élus métropolitains. La métropole ex-Marseille, c'est 92 communes, les Bouches-du-Rhône en comptant 119, mais dans ces 92, il y a une commune du Var et une commune du Vaucluse. Bon, c'est encore une particularité locale, ça, mais il a fait savoir aux élus locaux qu'il accorderait les crédits de l'État, c'est-à-dire les impôts des contribuables, à la condition qu'ils réussissent à s'entendre. Donc il faut qu'ils s'entendent d'ici la mi-octobre, c'est-à-dire en 6 semaines. Or, ils ne se sont pas entendus depuis la création de la métropole, il y a 6 ans. Ça risque d'être compliqué quand même. Bon. Donc, on voit bien qu'Emmanuel Macron a promis de l'argent, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pas dû faire. Il aurait dû laisser ça, ces annonces, au ministre. Ce n'est pas au président de la République à annoncer des crédits. C'est en dehors de son champ de compétences. Donc, on voit bien que c'est Emmanuel Macron, candidat, qui est venu à Marseille. Et ces ministres, d'ailleurs, sont passés totalement inaperçus pendant sa visite. Hein. Et quant au volet sécurité, dont Marseille souffre et qui conditionne tout le reste, eh bien, il a promis beaucoup de policiers. Je précise que les syndicats de policiers annoncent quand même qu'il y a déjà beaucoup de départs à la retraite. Donc, il faudra quand même faire le bon calcul pour savoir combien de policiers en plus, réellement, la ville de Marseille obtiendra. Et puis, des millions, encore une fois, des millions d'euros pour le commissariat central, 9 millions d'euros pour un commissariat des quartiers nord. Donc, beaucoup de promesses, mais qui reposent malheureusement sur une même analyse qui nous est infligée depuis 30 ans, c'est-à-dire des raisons sociales. Or, ce n'est pas le cas. Et justement, sur ce point-là, et pour éclairer le débat, là encore, pour les citoyens français qui nous regardent et qui ne comprendraient peut-être pas ce qui justifie précisément une telle situation pour la ville de Marseille, une situation qui n'est pas celle d'autres grandes villes, par exemple, dans le pays, que le président a lui-même se pencher sur la situation de Marseille. Pour vous, là encore, en 2 volets, qu'est-ce qui explique la situation de Marseille? Qu'est-ce qui a fait naître cette situation aujourd'hui sur 20-30 ans? J'imagine ça ne date pas d'hier. Et sur le 2e volet, qu'est-ce que vous, au Rassemblement national, pourriez faire ou feriez-vous si demain vous étiez au pouvoir pour tenter de sortir Marseille de cette situation-là? On parle beaucoup des cités à Marseille, les cités en difficulté, les cités abandonnées, les cités qui manqueraient de tout, sur lesquelles le président Emmanuel Macron s'est exclusivement penché lors de sa visite. Et c'est ce qui se fait depuis 30 ans. Mais Marseille c'est une ville qui est constituée de 111 villages. Pour bien comprendre, les quartiers ici, c'est d'anciens villages. Saint-Joseph, Saint-Louis, Sainte-Marthe. Il y a beaucoup de saints. Hein, ça nous rappelle quand même que Marseille plonge ses racines dans 16 siècles de chrétienté aussi, et que nous sommes sous la protection de la Bonne Mère d'abord, depuis toujours. Et bien, Marseille, ce sont donc ces cités avec un briquet qui vivent côte à côte avec des noyaux villageois, ces fameux villages historiques. Donc quand on dit noyaux villageois, c'est dans Marseille. Vous allez avoir aussi le Château-Gombert, Saint-Mitre, Saint-Just. Ce sont des quartiers historiques à côté desquels il va y avoir une cité. Puis vous allez avoir un autre noyau villageois. Et puis vous allez avoir une autre cité qui, elles, ont été construites dans les années 60 pour accueillir nos compatriotes pieds noirs. Ces cités ont été construites dans l'urgence, mais elles ont été d'abord, je dirais, occupées, habitées par nos compatriotes pieds noirs chassés par les amis de Mme Ghali et du FLN en Algérie. Eh bien, depuis 30 ans, on nous dit que ces noyaux villageois, que ces cités, ont été abandonnées, qu'elles sont en dehors des territoires de la République, qu'elles ne perçoivent aucune aide. Or,
C'est l'inverse qui se produit. La réalité est que les noyaux villageois donc seraient privilégiés. Et moi, je dis qu'ils sont épargnés. La réalité, c'est que ces cités sont devenues les pieds noirs, nos compatriotes français, après de grandes difficultés pour s'installer à Marseille, puisque le maire de l'époque, Gaston Deffer, voulait les chasser. Bref, ils se sont quand même installés aussi à Marseille. Ils se sont retroussés les manches. Ils se sont acclimatés à la métropole et leurs enfants, ma foi, sont nés en métropole, français aussi bien sûr, ont fait leur vie, ont quitté la cité et puis ce sont de nouvelles populations qui sont venues s'installer dans ces cités. Moi j'y ai grandi dans les quartiers nord. Et mes parents y habitaient encore jusqu'à ce qu'ils soient rappelés par le Créateur. Eh bien, on ne peut pas me raconter n'importe quoi, on ne peut pas me la faire à l'envers comme on dit ici. Moi je sais ce qui s'est passé et ce qui s'y passe encore. Donc ces cités ont été occupées et habitées par d'autres populations qui ont imposé leur modèle, leurs coutumes, leurs traditions, qui n'ont pas nécessairement pu ou voulu trouver du travail, qui ont instauré, développé le communautarisme, qui ont développé aussi un certain rejet, pour ne pas dire une certaine haine de la France, et qui ont reçu toute la bienveillance des pouvoirs publics, avec cette idée, mais ce constat, et c'est là où nous divergeons avec Emmanuel Macron et toute la classe politique et nous au Rassemblement national, c'est qu'eux donc estiment que ces cités ont été abandonnées, qu'elles sont victimes aussi d'un certain racisme anti-français, d'un certain racisme des Français, culpabiliser les Marseillais, les Français en général, et qu'il faudrait donc continuer, et je dis bien continuer en réalité, à déverser dans ces cités des sommes considérables, parce qu'on part du postulat que ces cités manquent de tout, qu'elles ont été abandonnées. Or, depuis 30 ans justement, la politique de la ville, et qui a déversé sur notre pays 100 milliards d'euros, et dont le bilan est largement contesté par la Cour des comptes, eh bien on ne change pas de diagnostic, on ne change donc pas de politique. Et on continue à culpabiliser les Français, à materner ceux qui sont dans les cités, à les rendre victimes, et on se contente de déverser des sommes d'argent considérables, et tout ça ne sert absolument à rien. Et c'est ce que j'ai dit à Emmanuel Macron à la mairie de Marseille. Je le lui ai dit, Monsieur le Président, vous allez aller demain dans un quartier à l'occasion de la rentrée des classes, à l'école Bouge, c'est dans le 13e arrondissement, je le connais bien, j'en ai été le maire. On va sûrement vous dire, Monsieur le Président, que ce quartier manque de tout. Je voudrais que vous sachiez, Monsieur le Président, que ce quartier ne manque de rien, que la politique de la ville a permis qu'une tour soit abattue, que des voies soient ouvertes. Il y a un hôpital, il y a un stade, il y a même une mosquée toute neuve. Il y a donc des écoles, il y a un collège, il y a un centre social, il y a un club de foot, il y a tout. Les immeubles ont été entièrement rénovés, les appartements aussi. Donc on ne manque de rien. Il y a quelque chose en trop, c'est le trafic de stupes. Donc il faut y mettre les moyens. Il faut responsabiliser aussi les parents, je me suis permis de le lui dire. Il m'a écouté, mais il ne m'a pas entendu, puisque le lendemain, il est allé dans cette école et il a commenté. Et de la même manière, il est allé dans le 15e arrondissement à la cité Bassens et le président a eu le même discours que ceux qui se sont succédés jusqu'alors, que ce soit Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste, que ce soit tous les autres. On a abandonné ces cités, il faut les aider. Or, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Ces cités ne payent rien et reçoivent tout, pendant que les noyaux villageois, ces quartiers historiques où vivent les Marseillais historiques, payent tout et ne reçoivent rien. Tant qu'on se trompera de diagnostic, on se trompera sur le traitement de la situation. Donc nous avons un tout autre diagnostic. Il faut évidemment faire exactement, j'allais dire, le contraire. Il faut d'abord arrêter la politique d'immigration. Voilà, il faut stopper la politique d'immigration qui a conduit ces quartiers à voir la population de ces quartiers être totalement remplacée. Parce qu'il y a aussi le problème de l'islamisme. Et puis appliquer la loi. Tous les maillons existent, à part, je vous l'ai dit, celui de la responsabilité parentale, mais l'associatif, les écoles,
les subventions, les allocations, les clubs de sport, de culture, tout cela existe dans les quartiers. La rénovation urbaine existe, et depuis longtemps, mais c'est saccagé au bout de quelques mois. Donc il faut y mettre, et je l'ai dit au président, il faut qu'il y ait le retour de l'État et de son chef, avec le retour de l'ordre républicain, bien sûr, en y appliquant la loi, parce que ces gens-là se sentent au-dessus des lois, ce trafic de stupes ayant pris possession des quartiers. Donc il faut y mettre les moyens policiers et les moyens judiciaires. Ce à quoi se refusent évidemment les pouvoirs publics, y compris le président de la République. Mais cette question, elle fait, les moyens à mettre en œuvre, ils font peut-être aussi face à une réalité. Alors là, ce que je vais dire est sûrement défaitiste, mais le trafic de drogue aujourd'hui, on estime, génère quelque chose comme 3 milliards d'euros par an et fait vivre des dizaines de milliers de Français. Parce que d'ailleurs, quand vous liez ce problème-là à l'immigration, j'imagine que dans le lot des dealers et des consommateurs, il n'y a pas que des gens qui sont étrangers, qui n'ont pas la carte d'identité française. Donc peut-être que là, il y a un mélange de problématiques différentes. Il est vrai que le trafic de stupes qui génère des centaines de milliers d'euros par jour en chiffre d'affaires dans les cités, on n'hésite pas d'ailleurs à rafaler le voisin pour un seul point de deal, pas pour le contrôle de la cité, mais pour un point de deal dans la cité, on se rafale ou on fait de son adversaire un barbecue, comme on dit ici, vous l'enfermez dans une voiture, vous mettez le feu. Voilà, c'est un message qui passe très bien auprès des concurrents, si je puis dire. La réalité, c'est qu'effectivement, le dealer, du guetteur jusqu'à la nourrice, en passant par le fournisseur, tout le monde gagne beaucoup d'argent. Mais les familles, effectivement. Il y avait eu, il y a quelques années, dans la cité où il s'est rendu Emmanuel Macron d'ailleurs, la cité des Lauriers, eh bien, une grosse opération de police qui avait nécessité la mobilisation de beaucoup de services. Et lorsqu'ils sont intervenus, ils ont ramassé tout le monde. Ils ont ramassé le guetteur jusqu'au fournisseur. Et pendant plusieurs mois, la cité a été calme. Mais pendant plusieurs mois, les loyers ont été impayés. Ça met du beurre dans les épinards. Ça permet de partir en vacances, ça permet de remplir le réfrigérateur, ça permet de payer son loyer. Et pendant ce temps, tout le monde est content. Le bailleur, il est content, lui, il y a l'argent qui rentre dans les caisses. Le commerçant du quartier, il est content parce qu'il y a des consommateurs, il y a des clients. Les commerçants du centre-ville, où il y a des magasins de luxe à Marseille, eh bien, il y a régulièrement d'ailleurs des reportages du quotidien local de la Provence. Écoutez, le commerçant, lui, il n'est pas là, il n'est pas agent du fisc, mais il voit très bien que les jeunes gens, les jeunes de 14-15 ans viennent avec des billets de 20 euros s'acheter des paires de baskets à 300 balles, ou le dernier smartphone à 1000 euros. Donc, il voit bien que ces jeunes-là, il y a très peu de chances qu'ils soient des cadres dynamiques à l'âge de 15 ans pour obtenir un tel financement. Donc ça fait tourner une économie, ce n'est plus une économie souterraine, c'est une économie tout court. Ce qui permet de dire aux responsables politiques marseillais, mais vous voyez bien que ça se passe bien à Marseille. Il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de confrontation entre les communautés, tout le monde s'aime, c'est grâce à l'OM, c'est grâce au soleil, c'est parce qu'il y a la mer. Oui, c'est plus agréable de vivre au soleil avec la Méditerranée. Mais c'est surtout plus facile de vivre avec beaucoup d'argent qui est gagné dans cette activité ô combien lucrative. Mais elle sert tellement d'intérêt à tellement de monde que l'on a regardé pendant beaucoup trop de temps ailleurs. On a laissé faire. Tant qu'ils dealent, ils payent, ils consomment, ils ne réclament rien, ils n'incendient pas trop, mais le problème, c'est que ce trafic s'est tellement développé, qu'il génère tellement d'argent, que les trafiquants, et bien que les commerçants, que les trafiquants se sont radicalisés dans leur contrôle des points de stupes, que les règlements de compte se font, je vous l'ai dit, pour un oui, pour un non, pour un point de deal, et que le trafic est tellement lucratif que l'on a pris possession de quartiers entiers, le contrôle de quartiers, de cités entières. Les habitants sont pris en otage. La police ne peut pas y entrer sans avoir préparé une opération quasi commando pour assurer sa propre sécurité. Lorsque vous arrivez devant les cités, vous êtes contrôlé. On va vous demander de façon assez correcte
d'ouvrir votre véhicule, d'ouvrir le coffre pour vérifier si vous n'êtes pas vous-même policier, si vous n'avez pas caché les policiers. Vous avez un premier checkpoint, vous allez avoir, dans certaines cités, il y en a un second. Lorsque les dealers sont du quartier, ils ne vont pas contrôler les habitants parce qu'ils les connaissent. Lorsque ce sont des travailleurs détachés qui viennent d'autres villes, parce que maintenant on recrute hors Marseille, eh bien il n'y a même plus cette proximité avec les habitants. Et l'on va être agressif aussi envers les habitants qui sont doublement pris en otage. Ça devient invivable. Donc on a laissé se développer cette activité parce qu'elle a rangé tout le monde. Peut-être pensait-on qu'elle n'allait pas se développer autant, mais en tout cas maintenant on voyait l'ampleur que ça a pris. Et les trafiquants se sont crus autorisés et ont eu le champ libre pour contrôler des cités, des quartiers entiers. Donc maintenant, évidemment, au plus on attend, au plus c'est compliqué que d'aller reconquérir non pas les territoires perdus de la République, mais les territoires perdus de la France. Mais au-delà de cette reconquête, effectivement, qui est un effet d'annonce politique très fort, parce que la notion de rétablir l'ordre, effectivement, est quelque chose de marquant, d'autant avec les situations que vous évoquez. Mais économiquement, comment vous répondez à tous ces pans de société, que ce soit les habitants, les jeunes, les familles, les commerçants, qui vivent quelque part sous perfusion du trafic de drogue? Comment économiquement vous réussissez à répondre à cette perfusion-là qui est colossale? Alors, je voudrais pas que les internautes pensent que j'ai éludé une partie de la question en n'y répondant pas, justement. Bien sûr, j'affirme que ce trafic est en grande partie lié ou la conséquence ou dirigé par des individus issus de l'immigration. À Marseille, ce n'est pas c'est un mystère pour personne qu'il y a deux gros trafiquants, vraiment deux chefs qui s'affrontent, un issu de la communauté comorienne et les autres de la communauté gitane. Les gitans, on peut être français depuis Louis XIV, hein, mais la réalité, c'est celle-là. Et les petites mains, on le voit. Si vous voulez voir une sorte de reportage quand même un petit peu romancé sur la réalité de ce trafic, de la confrontation avec la police, du courage de la police et du contrôle des quartiers par ces trafiquants et je dirais leur origine qui transparaît quand même à l'écran, allez voir Bac Nord. Allez voir Bac Nord. Voilà, ça on est quand même assez proche, voire même très proche de la réalité, y compris sur celle qui met en scène les individus qui sont dans ce trafic de stupes. On voit bien qu'il y a, pardonnez-moi, très peu de descendants de Marcel Pagnol, quoi. Enfin, c'est une réalité. Alors, ils sont sûrement français, puisqu'ils se sont des jeunes. Ils sont sûrement nés à Marseille, nés en France. Mais est-ce qu'ils se sentent français? Ça, c'est encore autre chose. On n'est pas simplement français parce que l'on est en France. On est français, et pas seulement parce qu'on a une carte d'identité. On est français parce que l'on adhère à son histoire, on adhère à ses traditions, à ses coutumes et à ses lois. Donc, ceux qui sont... et c'est au service de police de le savoir, parce qu'il n'y a pas de statistiques, c'est interdit en France, eh bien, moi, ce que je sais, c'est que 25% de ceux qui sont hébergés dans nos prisons sont étrangers. Bon, déjà, ceux-là, il faut les expulser. Ça fera de la place. Vous voyez, comme quoi il n'est pas nécessaire pas tout de suite d'ouvrir des prisons, d'en construire. On peut faire déjà de la place dans les nôtres en expulsant les étrangers. Et ceux qui sont dans ce trafic, ceux qui sont français, eh bien, doivent être... mis en prison, et ceux qui sont étrangers, comme l'a rappelé Marine Le Pen, doivent être mis dans l'avion. Voilà, c'est aussi simple que ça, et que l'on ne me fasse pas croire que c'est compliqué. La réalité, c'est qu'on ne peut pas expulser des étrangers parce que leur pays d'origine refuse de les accueillir. C'est que le Mali refuse d'accueillir ses ressortissants. L'Algérie le refuse, l'Albanie le refuse. Il suffit d'engager un rapport de force diplomatique. Je suis sûr que nous avons encore des arguments, des éléments pour convaincre ces pays-là d'accueillir leurs crapules. Eh bien, quant à votre question sur comment faire maintenant que la gangrène s'est développée, moi, ça fait longtemps que je dis que ce trafic de stupes, par l'argent qu'il génère, cet argent abondant et rapide, coupe de la réalité sociale et économique bon nombre de jeunes ou de moins jeunes.
moi, j'avais discuté avec un dealer dans la cité de la Morelette où j'ai grandi. Eh bien, il avait quoi? Il avait 17 ans. Je lui avais dit, mais tu as quitté le cursus scolaire, tu ne suis pas une formation. Déjà, que je lui pose des questions, que je m'intéresse à lui, ça l'avait un petit peu choqué. Et puis, il m'a dit, non, non, j'ai dit, mais tu penses à ta mère? Tu penses à ta mère un jour, pour toi, il y a deux solutions. Hein. Soit tu continues, soit tu finis en prison, soit tu te prendras une rafale. Il n'y a pas 36 choix. Soit, à moins que tu décides de sortir du trafic. Alors, ça l'avait étonné. Il me dit, non, mais là, j'économise. Mais j'économise. Je ne sais pas s'il mettait de l'argent sur le livret A pour financer le logement social, mais la réalité, c'est que ce jeune, il gagnait en une semaine ce qu'un cadre supérieur gagne en un mois, et net d'impôts, et dans sa cité, et en étant au milieu de ses amis. Il avait déjà sur lui au moins 2000 balles de fringues. Et comment expliquer, comment convaincre ce jeune que, alors je ne dis pas que c'est une victime, hein, il a quand même un libre arbitre, il devrait avoir des parents qui devraient lui expliquer que la vie, c'est pas ça. Mais en tout cas, il baignait depuis des années dans l'argent facile. Et comment lui faire admettre qu'on allait peut-être, après quelques années de retour à l'école et après avoir suivi une formation, qu'on allait peut-être lui accorder un SMIC en travaillant 35 heures par semaine de l'autre côté de la ville avec 5 semaines de congés payés. Ils sont tellement gangrénés, c'est vrai, par cet argent facile, dans le rejet de tout ce qui est contrainte, règles, ce que nous acceptons nous depuis toujours, parce que c'est pour nous naturel. Ils sont hors sol, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur monde Internet, dans leur monde de l'argent à foison, bref. Et ils n'ont pas peur de mourir en plus. Ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont peur de rien. Bref, là aussi, au plus on attend, au plus ça va être compliqué, mais nous n'avons pas d'autre alternative que d'inverser la situation, que de mettre un terme à ce trafic, parce que sinon, et c'est le cas, ça va se développer, et ce sont des situations de guerre qui se développent entre eux et contre nous, et contre la police d'abord. Donc, j'allais dire, c'est une révolution pour eux, pas pour nous, mais culturelle qu'il faut entamer. Alors, il est vrai que notre société, depuis 20-30 ans, a développé ce virus, ce qui peut devenir un virus, que nous soyons dans une société de consommation, une société de confort. Ce n'est que justice après tant d'efforts, mais justement, il faut fournir un effort. Mais je crois que ce qui a gagné les têtes de ces jeunes en particulier, c'est l'hédonisme, l'égoïsme et le consumérisme. Ils n'ont plus aucun repère. Dans cette cité, la seule autorité, enfin il y en a deux, c'est le dealer ou le prêcheur. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de messages sur la récompense de l'effort, sur la récompense d'un talent, sur la nécessité de travailler pour obtenir, sur l'opportunité de l'impôt qui finance les équipements publics, à condition que l'impôt ne soit pas dissuasif, c'est notre problème. De tout ça, ils sont coupés. Et ils n'ont pour d'autres quotidiens, en plus de la haine de la France, parce qu'ils ont ce sentiment qu'on les a abandonnés alors qu'ils ont tout. Ils ont donc pour seul objectif que de satisfaire leur soif ou leur faim insatiable de consommation, de consumérisme, d'hédonisme, d'amour de soi, sans aucun projet collectif. Donc il y a une révolution, je dirais, des mentalités, une révolution sociale presque à mettre en place, remettre le travail au centre, la récompense du travail, de l'effort. Moi j'ai pu discuter aussi avec des jeunes. J'avais obtenu une sorte de passe, de passe pour pénétrer dans une cité qui s'appelle les Iris. Vous avez les Iris, c'est les Flamands, le Mail, la Busserine. C'est vraiment là le cartel de la drogue. Alors là, vous y trouvez tout ce que vous voulez, même des produits qui n'existent pas encore. Là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et j'avais pu, j'allais dire, négocier avec un jeune qui voulait s'en sortir, à qui j'avais trouvé un appartement.
pour sa famille, lui et sa famille. Il voulait sortir du quartier. Mais il connaissait beaucoup de jeunes dans le quartier. Et moi, je lui avais dit, moi, j'aimerais bien discuter avec eux. Et donc, par son intermédiaire, par une sorte, pour ce qu'il représentait, une sorte de douanier, c'était lui mon laissez-passer, mon passe, j'ai pu approcher, discuter avec les jeunes. Alors, il y avait des transactions qui se faisaient à côté de moi. Hein. Il y a une bagnole qui est arrivée, qui a déposé du stock à un autre jeune, et c'était hallucinant, quoi. Et j'avais plusieurs jeunes issus de l'immigration, et qui étaient dans le discours de la pleurniche et de victimaire. Ah, mais moi je suis arabe, c'est parce que je suis arabe qu'on ne me donne pas de boulot. Je lui ai parlé franchement, j'ai dit, mais moi je connais des arabes qui ont des boulots, et des bons boulots, et qui sont cadres, qui ont monté leur entreprise. Et je connais aussi des non-arabes, des Gaulois, qui n'ont pas de boulot, et qui sont dans la pauvreté. Et c'est pas pour ça qu'ils dealent, c'est pas pour ça qu'ils rafalent, c'est pas pour ça qu'ils pleurnichent, ils essaient de s'en sortir. Donc je lui ai rappelé que moi, en tant que maire, que le maire de Marseille, que le préfet, on avait tous nos responsabilités, que moi j'avais la responsabilité de faire en sorte que dans son quartier ce soit propre, qu'il y ait des écoles, que le maire de Marseille ou la métropole devait mettre en place des transports, qu'il devait y avoir des universités. Je lui ai dit, il y a tout pour réussir. Si tu manques de formation, il y a des associations, il y a des centres de formation. Et je lui ai dit, mais il y a un moment donné, c'est à toi de te bouger le cul. Pardonnez-moi, mais il est resté sans mot dire parce que c'est la première fois qu'on le responsabilisait. C'est quelqu'un à qui on avait dit, encore une fois, ce n'est pas une victime, hein. Il a son libre arbitre, c'était un adulte. Et justement, je lui ai rappelé qu'il ne voyait pas l'éléphant dans le couloir. Toute cette armada d'aide qu'on lui accordait aussi à lui, pas parce qu'il était arabe, mais parce qu'il habite en France. Et je lui ai rappelé d'ailleurs que c'est dans ces quartiers où il y a une discrimination positive, où ils sont prioritaires à l'embauche, pourvu qu'ils aient envie d'aller le chercher, le boulot. Et c'est ce que je lui ai dit. Si tu vas voir un employeur, et au lieu de lui dire « je suis arabe », tu lui dis « je suis motivé », il te donnera ta chance, comme il a donné une chance à bon nombre de Marseillais de toutes origines. Mais à un moment donné, il faut te prendre en main, mon vieux. Mon discours venait d'une autre planète. On ne le lui avait jamais tenu. Je ne sais pas si, comme Macron, il n'a fait que m'écouter sans m'entendre. Mais c'est un discours de vérité qu'il faut tenir. La vérité nous rendra libres. Et pas que dans les évangiles. Il faut dire la vérité. Il faut faire un diagnostic de vérité et apporter des solutions de vérité. Et pas idéologiques, et pas doctrinaires, et pas politiquement correctes. Il y a des solutions qui seront, j'allais dire, musclées, qui ne feront pas plaisir, qui demanderont des efforts, qui entraîneront des condamnations à certains, qui entraîneront de la promotion, en tout cas de l'aide à d'autres, finalement de l'aide à tous. Mais ces solutions, elles exigent de la part de tous un effort. Voilà, sans vérité, on ne s'en sortira pas. Justement, vous nous offrez une très bonne transition vers le troisième volet de notre échange avec cette question du rapport des jeunes avec la société. Vous parliez de ces jeunes de Marseille, voilà, qui sont dans un rapport hédoniste, dans un rapport égoïste, une mise en scène de l'ego. Et il y a aussi cette question du communautarisme qui touche, bien évidemment, comme vous l'avez dit, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs dans les quartiers de Marseille, mais pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, cette question du communautarisme, elle s'invite à peu près dans toute la France, beaucoup chez les jeunes, mais avec des communautés qui vont être complètement différentes. Ça peut aller de la communauté écologiste à la communauté LGBT ou autre, hein, sur des questions raciales, sexuelles, d'idéologie. On a cette impression quand même que le vivre ensemble a perdu, qu'on a compris que malheureusement, le vivre ensemble était tellement une illusion qu'il avait fallu mettre un trait d'union dans le mot pour qu'on y croie. Donc aujourd'hui, on en vient à glorifier ce qui fait la différence des gens. On a compris qu'ils étaient différents, donc on glorifie ce qui fait leur différence, c'est le communautarisme, l'éloge des communautés. Aujourd'hui, il faut appartenir à une communauté quelle qu'elle soit, mais là encore, et pour essayer de creuser dans le logiciel que vous proposez avec le Rassemblement national, n'avez-vous pas peur finalement de faire des Français une communauté parmi toutes les autres et de poser votre discours comme un discours communautaire finalement, mais 30 ans avant l'heure, parce que c'est le discours du Rassemblement national et du Front national à l'époque, de faire finalement des Français une communauté à laquelle on accède ou à laquelle on est extérieur, ce qui est la logique de tous les communautarismes, où pour intégrer la communauté, il faut en adopter les codes. N'avez-vous pas peur, voilà, de devenir une communauté parmi les autres finalement ?
C'est comme adhérer à un club de foot, la communauté d'un club de foot. Vous y adhérez ou vous n'y adhérez pas. Si vous adhérez au club de foot, eh bien, vous allez d'ailleurs payer une cotisation et vous allez emporter les couleurs et vous allez respecter les règles. Vous allez, moi j'ai été dirigeant d'un club de foot du centre-ville, je ne dirais pas entraîneur. D'ailleurs, on ne dit plus entraîneur aujourd'hui, on dit, comment dit-on déjà, éducateur. Voilà, on est tout le temps éducateur, à tous les niveaux, dans tous les domaines, on est éducateur. Il faut tout le temps éduquer. C'est les parents qui éduquent et l'école qui instruit. Bref, moi j'ai été, dirigeant d'un club de foot et il y avait toutes sortes de jeunes dans ce club. Mais c'était un club sérieux. Et ils savaient qu'il fallait arriver à l'heure en train de payer leurs cotisations. Ils avaient droit aux shorts, aux survêtements, aux sacs, donc il y avait quelque chose, il y avait un échange. Mais il fallait arriver à l'heure à l'entraînement. Puis à l'entraînement, on apprenait le foot. On ne jouait pas comme ça. Si on voulait jouer, on restait en dehors du stade. Et puis, il y avait quand même la transmission du respect de l'adversaire. Leur apprendre que l'arbitre peut se tromper, qu'il n'est pas infaillible. Donc, il y avait une adhésion. On adhère à un club et on adhère à ses valeurs, à ses règles. C'est la même chose quand on doit adhérer à la communauté nationale, car nous, au Front National, au Rassemblement National, nous ne reconnaissons qu'une seule communauté. Vous parliez tout à l'heure de l'échec du vivre ensemble, mais le vivre ensemble, c'était déjà un échec. Parce que on a par la délirante politique d'immigration massive qui veut que depuis 30 ans, il y a entre 200 000 et 300 000 étrangers qui rentrent dans notre pays, et on ne compte pas les enfants, avec une natalité issue de leur communauté galopante, la nôtre, française, européenne, qui s'est effondrée, évidemment que mécaniquement se traduit, se développe et se conclut dans de nombreux arrondissements à Marseille, un véritable remplacement de population. Et donc, de tradition, d'us, coutumes, façon de vivre au quotidien, ne serait-ce que des relations et de la conception de la femme dans la société. Maintenant, elles sont entièrement bâchées. Voilà. Quand un nouveau modèle finit par s'imposer par sa masse, il n'y a plus aucune raison d'imiter le modèle d'accueil, puisqu'il l'a substitué, il l'a remplacé. Donc cette politique d'immigration massive a entraîné ce remplacement. On a, par définition, étant massif, les pouvoirs publics n'ont pas pu le maîtriser ou pas voulu le maîtriser. Giscard d'Estaing, avant de passer de vie à trépas, ayant confessé que le regroupement familial avait été une erreur, c'est pas pour ça qu'il en a tiré les enseignements, puisque ça continue toujours, 40 ans après. Bref, on n'a pas su en maîtriser les conséquences, donc on s'est dit, bon, puisque le modèle français, qui n'avait rien à voir avec le modèle anglo-saxon, de communauté justement, de vivre les unes avec les autres, à côté des autres, plus ou moins en bonne harmonie, ce modèle-là qui n'était pas le nôtre, j'allais dire, s'imposer à nous en raison des conséquences de la politique d'immigration massive. Mais ce n'est pas notre modèle. Ce n'est pas notre modèle et c'est un échec. Ce modèle anglo-saxon que l'on a appelé le vivre ensemble, Godin disait même le bien vivre ensemble, pourquoi pas le très bien vivre ensemble, très très bien, à chaque fois on nous rajoute, on enrichit la sémantique pendant que les relations, elles, s'appauvrissent. Eh bien, ce modèle a échoué parce que, encore une fois, la présence étrangère étant massive, reproduit ici, reconduit ici le modèle qu'elle a quitté, et les Français se sentant exclus désormais, eh bien, sont de plus en plus nombreux à quitter Marseille, par exemple. Et on se rend bien compte que ce modèle anglo-saxon de communauté, de communautarisme, baptisé ici Vivre Ensemble, va droit à l'échec parce que nous avons affaire à des gens qui sont conquérants. Nous avons affaire à des individus, des groupes d'individus qui, eux, ne sont pas dans la volonté de vivre ensemble. Ils sont dans la volonté de conquérir l'espace. Ils sont dans la volonté de conquérir, j'allais dire presque le droit, de nous imposer leurs droits, leur façon de vivre, leur façon
de régler les litiges en y incluant les lois religieuses. Donc nous avons affaire désormais à un problème gravissime qui se traduit par une conquête de la part de communautés nouvelles face à laquelle, un phénomène face auquel les pouvoirs publics sont au mieux, comment dirais-je, incompétents, au pire, dans la coopération, pour ne pas dire dans la collaboration, parce qu'ils ne savent plus comment faire, parce que reconnaître qu'ils se sont trompés, reconnaître que ce modèle-là est un modèle mortel pour notre pays, serait reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc, ils combattent les brèches en essayant de satisfaire tout le monde. Le problème, c'est qu'ils sont sollicités par les plus militants, parce que certains ont appelé et c'est l'aboutissement, je dirais, à la fois d'un communautarisme militant, vindicatif, agressif, résolument anti-français, pour ne pas dire anti-occidental, qui est cette culture woke qui repose sur le communautarisme ethnique et le communautarisme sexuel. Vous en avez parlé, les LGBT, j'en passe et des pires. Et face à ça, nous sommes, je dirais, les pouvoirs publics sont soit démunis, soit complices, parce que vous avez au sein de la gauche française, notamment les Verts, qui derrière leur discours de protection du géranium, de l'amour du cactus, les platanes c'est formidable, l'eau doit être pure, ce en quoi nous sommes tous d'accord. Je préfère me baigner dans l'eau propre que dans l'eau sale, je préfère avoir du verre plutôt que du béton, mais en réalité ça c'est une sorte de cheval de Troie, c'est un écran de fumée de la part des Verts, qui sont les premiers militants communautaristes, ethniques et sexuels, pour imposer un nouveau modèle de société. Ils sont dans cette volonté de fracturer, de diviser, de communautariser ce que nous appelions encore et ce que nous appelons encore le peuple français, un et indivisible. Et ils sont redoutables car ce sont des militants acharnés, ce sont des extrémistes pour qui la protection de la nature n'est en réalité pas la priorité, mais la priorité c'est de faire table rase du passé, comme disent les gauchistes, faire table rase de ce qui a fait la France, nos traditions, nos coutumes, nos références, nos racines chrétiennes, notre modèle familial, l'Église, l'armée, le travail, l'effort, la communauté nationale, la solidarité nationale. Aider plutôt les nôtres d'abord que les autres. Eux, c'est totalement l'inverse. C'est le communautarisme, c'est la haine de soi, c'est l'importation d'un nouveau modèle, c'est balayer la famille, balayer nos racines chrétiennes pour avoir un nouveau citoyen, le citoyen mondial, le citoyen du monde, le citoyen qui marche, un citoyen en marche, interchangeable. Ces gens-là sont extrêmement dangereux. Sur ce point, justement, pour continuer à sonder ce que vous dites et aller doucement vers la dernière partie de notre échange et le projet politique porté par le Rassemblement national et Marine Le Pen pour 2022, c'est vrai que je peine un petit peu à voir où vous voulez en venir dans ce que vous dites. Quand vous parlez, par exemple, des nôtres, finalement, qui sont ces nôtres-là? Parce que, comment dire, dans ce que vous dites, il y a cette impression où effectivement vous voyez dans l'immigration massive un problème, mais une immigration massive, là encore, dans ce que vous dites, ça manque peut-être de clarification parce que l'histoire récente de la France sur les 50 dernières années a vu des vagues d'immigration complètement différentes qui pouvaient venir de Pologne, d'Espagne, d'Italie. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes d'ailleurs, votre famille est originaire d'Italie. Donc sur ce plan-là, j'ai cette impression que votre discours policé, je ne vais pas faire du BFM TV, hein, on n'est pas là pour ça, mais dans cette volonté de dédiabolisation, allez, comme ça c'est dit, on le dit une fois puis on n'en parle plus. Je vous trouve un petit peu police. je sais, et je l'avais annoncé. Non, mais c'est pour le bon mot, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai quand même l'impression dans ce que vous dites qu'il y a plus une question de civilisation que de couleur de peau ou autre, et que vous visez directement l'immigration venue d'Afrique du Nord. Et je suis assez étonné, en fait, de ne pas l'entendre de manière plus directe dans ce que vous dites. Et après, quand vous parlez des nôtres, là, je pose plus ma question dans un aspect politique. Si vous souhaitez le Rassemblement national être au pouvoir demain,
Comment allez-vous concilier tous les Français de la France d'Assa Traoré à la France d'Éric Zemmour? Parce que vous ne pourrez pas gouverner simplement pour les nôtres. Comment allez-vous faire pour réunir quand même autour d'un projet avec un discours qui semble assez clivant? Ça va être difficile de concilier la France d'Assa Traoré avec la France, avec la mienne en tout cas. La France d'Assa Traoré, je dirais que c'est la haine de la France. Donc on ne peut pas réconcilier, on ne peut pas accueillir des gens qui vous détestent à ce point-là. Après avoir tant reçu de la France, être dans la détestation, cela relève du militantisme communautariste qui ne correspond pas à notre modèle. Alors, c'est bien la première fois qu'on me fait savoir que je tiens un discours des plus lissés, ça me fait presque de la peine. Mais il est vrai qu'il faut effectivement mettre les mots sur les phénomènes. Et le phénomène de l'immigration, il y a eu effectivement des immigrations dans notre pays, et à Marseille en particulier. Marseille compte aussi quand même beaucoup de Marseillais d'origine. Hein. Il y a beaucoup de Français à Marseille quand même. Les Français en France, ça existe. Mais il y a eu, c'est vrai, des Italiens. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Polonais, il y a eu beaucoup d'Arméniens, il y a beaucoup de Français d'origine arménienne à Marseille, mais tous nos cousins européens, qui partagent et qui ont les mêmes racines que nous, que les Français, les racines chrétiennes, ces Marseillais d'origine de pays qui constituent cet espace boréal, eh bien, tous partagent les mêmes valeurs. Il n'y avait que la barrière de la langue. Et une fois qu'ils ont appris le français, ils se sont fondus dans la nation française. Et ils ont adopté notre modèle d'assimilation, et non pas de communautarisme, parce que nous faisions partie du même espace boréal, du même espace européen, au cours des siècles très conflictuels, mais en réalité, nous sommes des cousins. Au pire des cousins. Bon, c'était une immigration horizontale. L'immigration verticale venant de pays d'Afrique, d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, vous avez donc là des peuples qui n'ont pas la même histoire, qui ne sont pas sur le même espace, qui n'ont pas la même langue, mais qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, qui sont pour les individus issus des pays subsahariens, alors là, cela relève presque de l'appartenance tribale. Je vous invite à lire les ouvrages de Bernard Lugan pour savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les Africains sont multiples en réalité et qu'il est très compliqué de les assimiler, voire impossible de les assimiler à notre modèle, surtout en raison de la masse qui est venue s'installer chez nous. Il en est de même pour les étrangers originaires du Maghreb, surtout lorsqu'ils sont animés d'un ressentiment, comme les Algériens, une partie des Algériens conditionnés par le discours du FLN, de la haine anti-française. Tous ces gens-là qui vous disent que la France est raciste, mais qui viennent s'installer en France. C'est quand même assez curieux. Tous ces gens qui vous disent la vie en France est insupportable, on est victime du racisme, mais aucun ne quitte la France. Ils viennent à raison de 300 000 par an dans notre pays. Ils dénoncent des conditions de vie insupportables, mais ils restent et font venir leur famille. C'est quand même assez curieux. Bon, je ferme la parenthèse. Donc effectivement que ces immigrations n'ont pas été les mêmes. La première européenne s'est parfaitement assimilée à la France et à Marseille. Les Marseillais d'origine arménienne ont apporté incontestablement une richesse à notre ville. Ils ont travaillé, ils ont créé, ils ont produit, ils ont enrichi la vie dans tous les domaines. La même chose pour les Italiens, même chose pour les Espagnols et d'autres. L'immigration des années 70 est une immigration au départ pour satisfaire un certain patronat qui veut faire pression sur les salaires. Et depuis les années 80, c'est une immigration sociale, d'assistanat, puisqu'il y a 3 millions de pauvres dans les années 80-90. Il y en a 5 millions, il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui dans notre pays. Donc chaque étranger qui rentre ici en France est démuni de contrat de travail. 90% des étrangers qui arrivent dans notre pays sont démunis de contrat de travail. C'est donc une immigration d'assistanat et au final, par sa masse, encore une fois, de conquête territoriale, involontaire peut-être, mais naturelle par le nombre, et de conquête culturelle
et cultuelle, parce que nous avons affaire à des pouvoirs publics qui reculent. Bon. Donc l'immigration, ces immigrations ne sont pas du tout les mêmes et n'ont pas du tout les mêmes conséquences. La première a été un plus pour la France, la seconde est une véritable catastrophe, elle est un danger mortel pour notre pays et pour notre civilisation, bien évidemment. Donc il faut faire, j'allais dire faire le tri, ça serait un mot qui me conduirait devant les tribunaux, mais écoutez, je crois que quand on est français, quand on a en charge l'avenir d'un pays, d'une civilisation, eh bien, on a le droit de pouvoir choisir qui on fait entrer chez nous ou qui on ne fait pas entrer. Je crois parce que d'Emmanuel Macron à M. Mélenchon, en passant par les agités là, des Verts, je suppose que chez eux, ils ont des fenêtres, des portes, ils ont des serrures, ils ont des volets, et ils font entrer chez eux, dans leur domicile, des gens qui veulent voir entrer et qui ne font pas entrer ceux qui... Bon. Et pourtant, ils imposent aux Français l'entrée obligatoire de centaines de millions de personnes dont nous ne voulons pas, que les Français ne veulent pas, qui, pour beaucoup, vont se conduire, en tout cas un certain nombre d'entre eux, de façon illégale. Déjà, il y a aussi l'immigration clandestine. Il y a ceux qui vont y mener une action militante communautariste. Il y a ceux qui vont y mener une action militante de conquête islamique ou islamiste. Et il y a même ceux qui vont y perpétrer des attentats, comme ça a été le cas pour le Bataclan. C'était des soi-disant réfugiés que nous avions accueillis avec notre fameux devoir d'accueillir au nom des traditions de la République. Alors pour les attentats du Bataclan, par contre, non, sauf erreur, ils venaient effectivement de l'étranger, mais c'était des Belges et des Français. Sauf erreur. C'est ce que l'on nous dit aussi. Vous voyez, ils ont des papiers français ou ils ont des papiers belges, mais la réalité, c'est que les papiers d'identité ne font pas nécessairement le citoyen ou l'amoureux de la France, et que dans le cas qui est le nôtre depuis de trop nombreuses années, l'immigration importe chez nous une violence. La moitié des actes de violence, je crois, dans les transports parisiens, la moitié au moins, est due à l'action, je dirais, des mineurs non accompagnés, présumés mineurs. Or, à chaque fois qu'ils sont arrêtés pour leurs délits, leurs agressions, on se rend compte qu'en réalité, ils ne sont pas mineurs. Bon, voilà une catégorie d'étrangers dont on doit, je parle des délinquants, des violeurs, des agresseurs de tout poil. Voilà une catégorie d'étrangers dont on doit se débarrasser. Ils sont humains, mais ils doivent être expulsés sans attendre de notre pays. Et donc, dernier grand volet de notre échange, monsieur Ravier, avec forcément ces élections présidentielles 2022 qui arrivent, le terrain semble propice. Cette année pour le Rassemblement national, après 2017, même si on entre dans une ère politique quand même extrêmement nouvelle, extrêmement différente par rapport à il y a 5 ans, déjà par rapport au contexte sanitaire, mais aussi par rapport à des partis, à une ligne politique, à un clivage politique gauche-droite qui a complètement changé. Et justement, quel est aujourd'hui le grand projet porté par le Rassemblement national avec cette idée de liberté? On l'a vu avec cette première affiche sortie par Marine Le Pen, liberté, liberté chérie. Voilà, comment vous positionnez-vous? Pourquoi ce thème des libertés? C'est vrai que le mérite d'Emmanuel Macron aura été, si tant est qu'il en ait eu un, ce sera celui-là, d'avoir clarifié la situation. Il n'y a plus de faux clivage droite-gauche. Il a su démontrer que la gauche et la droite s'entendaient sur tout, sur l'immigration, sur le libre-échange, sur un certain laxisme, sur l'abandon de nos valeurs traditionnelles. Bon, voilà, Macron a mis tout le monde d'accord pour instaurer ce réel clivage, ce vrai clivage qui ne disait pas son nom, entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Voilà, ceux qui pensent que la France est désuée, c'est terminé, c'est tout rabougri, c'est tout petit dans le concert des nations, qu'il faut s'inscrire dans la dilution de la France, dans le magma européiste,
qui n'a donc plus rien en réalité de coopération européenne, ce qui a permis donc que la droite et la gauche se retrouvent. On les voit, hein, quand vous avez Xavier Bertrand, Valérie Pécresse à droite et ces huluberlus à gauche plus extrémistes les uns que les autres, il n'y a vraiment plus de clivage, et il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus personne à droite et à gauche qui incarne l'idée ou la réalité française, de la fierté française, des libertés françaises, de l'identité française, des identités économiques, sociales, culturelles, cultuelles. Donc là, le clivage, il est désormais entre, effectivement, les partisans du mondialisme tout azimut et ceux qui croient en la France, qui croient en la nation, dans les nations, dans la coopération des nations, dans leur respect des identités, de leur sécurité, de leur développement économique dans une compétition aux règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Enfin, voilà, c'est ça, cette réalité macronienne. Et la deuxième réalité, c'est cette... comment dire, ces attaques répétées durant ce quinquennat de la part d'Emmanuel Macron et de ceux qui l'ont soutenu envers les libertés des Français, la liberté d'être en sécurité dans notre pays, dans nos villes et nos campagnes, parce que l'insécurité ne touche pas que Marseille, les libertés économiques, les libertés individuelles. On a vu que les restaurateurs, le monde de l'entreprise a été largement muselé pendant cette crise sanitaire qui perdure et qui permet à Emmanuel Macron de continuer à s'attaquer aux libertés fondamentales des Français, d'accepter de se faire vacciner ou pas. Jusqu'à présent, c'était une liberté qui nous était accordée, à laquelle nous étions habitués. Et bien, Emmanuel Macron a rompu ou a mis à mal cette liberté. Ce qui nous conduit à nous présenter, elle en l'occurrence, Marine Le Pen, comme étant la candidate non pas seulement du Rassemblement national. Une élection présidentielle, ce n'est pas une élection de parti, mais la rencontre d'un homme, d'une femme avec le peuple français. Le peuple français, et pas les communautés qui constitueraient voilà, ces individus qui vivraient sur le territoire que l'on appelle France, mais le peuple français, pour leur proposer un projet, en l'occurrence national, un projet de retour aux libertés, de retour à la liberté, et bien d'être des femmes libres en France, de s'habiller comme on veut, de sortir quand on veut, d'être des entrepreneurs libres, de ne plus être sous le racket permanent de l'État, d'être des hommes et des femmes libres, de choisir la vie du quotidien, sans être soumis au communautarisme militant, au communautarisme sexuel en particulier. Voilà, de retrouver, d'être libre en matière sanitaire, en respectant bien sûr les autres, mais en choisissant en âme et conscience pour soi-même. C'est les libertés nationales face à l'oppression du mondialisme qui écrase tout sur son passage, qui dénie, qui nous interdit cette liberté d'être fier d'être français. Aujourd'hui, il faut être hors sol, il faut être citoyen du monde. Nous n'avons même plus cette liberté on nous conteste, cette liberté d'être fier d'être français, d'être fier de notre histoire, de nos traditions, de nos coutumes, de nos racines. Le choix est très clair désormais. C'est effectivement ces deux candidats-là et ces deux camps-là, ces deux projets de société, ces deux projets de civilisation qui se retrouveront. Alors peut-être que ce ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron, mais je reste assez convaincu que Marine Le Pen pourra représenter cette famille nationale au deuxième tour des élections présidentielles. Et les Français auront donc à choisir entre elles et un des représentants du mondialisme. Stéphane Ravier, nous sommes ensemble depuis bientôt 1h30, quasiment. Un immense merci pour toutes vos réponses, tous ces éclaircissements. On a bien compris maintenant votre ligne politique. Je vous laisse bien sûr le mot de la fin de ce débat sur Juste Milieu. Les élections, mon Dieu, les élections, la politique. Les Français nous ont envoyé un message, j'allais dire très clair.
surprenant parce que je ne m'y attendais pas, mais très clair. À l'occasion de ces élections régionales et départementales, 65-70% d'abstention. Ils ne s'intéressent plus à la politique. Les partis politiques, voire même leurs représentants, ne les écoutent plus ou pas assez. Ils en ont. Je pensais, moi, qu'après 1 an et demi de privation de liberté de la part d'Emmanuel Macron, privation de liberté aussi démocratique, les Français allaient se saisir de ce rendez-vous électoral. Eh bien non, ils nous ont fait savoir que ça ne les intéressait plus. Je voudrais leur dire, puisque nous sommes à la veille des élections présidentielles et législatives, que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera toujours à vous. Tout ce qui est notre quotidien est le résultat de décisions politiques qui ont été prises par celles et ceux qui ont été élus, désormais vraiment par défaut, grâce à leur clientèle qui se mobilise encore pour les intérêts personnels. Donc si vous, et puisque vous estimez que le Rassemblement national, Marine Le Pen a eu raison et son père avant elle, quasiment dans tous les domaines, et que les sondages nous démontrent que vous nous donnez raison dans nos propositions, eh bien, l'année prochaine, saisissez-vous de cette opportunité politique que sont les élections présidentielles pour aller voter. Voilà, allez voter parce que si vous ne votez pas, d'autres le feront à votre place. Et des élus que vous ne voulez plus seront reconduits et vous en reprendrez pour 5 ans ferme. Voilà, saisissez-vous de la politique avant que la politique ne se saisisse de vous. Voilà pour le mot de la fin. Maintenant, rendez-vous en mai 2022, mai prochain. La campagne ne fait que commencer. Encore une fois, un immense merci, cher Stéphane Ravier, pour votre participation à ce débat juste milieu. Je le dis et je le répète, c'est très important aujourd'hui. C'était à votre tour, monsieur Ravier, de participer à ce format débat autour du Rassemblement national. Et ce format est ouvert, bien évidemment, à tout le monde, tous les courants politiques. C'est ça, la pluralité du débat. Donc, n'hésitez pas, quel que soit votre parti, si vous souhaitez participer. L'adresse mail de Juste Milieu est dans la description. C'est le but du jeu, c'est le débat. Encore une fois, merci beaucoup Stéphane Ravier. Nous, on se retrouve très bientôt sur Juste Milieu pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de vous abonner. Il paraît qu'il faut faire ça, c'est bien. Allez, à très bientôt. Au revoir.